Et vous l'avez constaté, cette semaine a été particulièrement difficile sur les routes de France, avec des départements qui étaient en vigilance orange et rouge, bien sûr, avec le verglas et la neige. Juste un petit communiqué informatif avec Mondial Assistance, qui a vu ses interventions et ses appels multipliés par 50% de plus sur cette période très compliquée. Vous avez vu d'ailleurs ces images du côté de la Bretagne et autres régions où ça glissait très très fort. Et c'est pour cela que nous avons eu, Jean-Luc, envie aujourd'hui de parler de conduite à adopter sur des routes verglacées ou enneigées. Alors chaque média cette semaine y est allé de son petit couplet sur qu'est-ce qu'il faut faire quand ça glisse, qu'est-ce qu'il faut faire sur la neige. J'ai un peu entendu tout et n'importe quoi, je me suis dit bon allez. Alors moi j'avais ma petite idée, mais je me suis dit on va quand même faire appel à un vrai professionnel. Donc on a avec nous Franck Lagorce. Franck Lagorce, ex-pilote de Formule 1, il a fait 10 fois les 24 heures du Mans, il a surtout fait, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, 26 fois le trophée Andros. Donc il sait ce que c'est que de rouler quand ça glisse. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Bonjour Franck. Bon, vous avez de la chance, vous êtes dans une région où il n'y a pas eu de neige, pas eu de verglas cette semaine. Mais pour tous ceux qui vont encore être confrontés à ces situations difficiles, alors il faut faire quoi? Commençons par la neige, tiens, c'est le moins compliqué. Sur la neige, quelle conduite adopter? Sur la neige, c'est en fait la neige, le verglas, parce que vous pouvez aussi avoir du verglas sous la neige, donc c'est très compliqué. Je pense que la première chose qu'il faudrait faire, c'est s'obliger à s'équiper avec des pneus hiver. C'est des jantes, des pneus hiver que l'on peut adapter. Maintenant, en plus, il y a certains manufacturiers qui font des pneus 4 toute saison. Vous pouvez donc faire jusqu'à 50 000 km. Et votre assureur sera content et votre malus aussi. Donc, je pense que... Et puis, quand vous emmenez vos enfants, parce que vous êtes bien équipés, ça passe par cette priorité. C'est quand même assez incroyable qu'en France, on n'oblige pas ce genre de choses. C'est obligatoire en Allemagne. On en reparlera en fin d'année, Franck, parce qu'il y a une loi, vous savez, qui s'appelle la loi montagne, qui va être adoptée au mois de novembre et qui obligera dans certaines régions à avoir des pneus hiver quand ça sera l'hiver. Enfin, ouais. Donc on multiplie par 2 l'adhérence avec un pneu hiver, il faut quand même le préciser. Mais pour ceux qui n'ont pas de pneus hiver, alors on a tous cette idée, on en parlait ce matin avec Laurence, de dire il faut conduire avec un œuf sous le pied. C'est vrai ou pas ? Oui, alors c'est vrai, sur les freins et c'est vrai sur l'accélérateur. Déjà, la première chose, que ce soit sur la neige, le givre, c'est de garder ses distances. Il faut absolument garder ses distances, ne pas être pressé, parce que quand on freine, c'est un œuf, c'est même une boîte sur les freins, parce que si on tape dans l'ABS, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que si on rentre fort et faire vibrer la pédale de frein, et automatiquement, on est dépendant complètement du poids de la voiture, de l'adhérence, et là, eh bien, on s'arrête quand on s'arrêtera. D'accord, donc surtout pas se jeter sur les freins. Et c'est là d'ailleurs, Franck et Jean-Luc, que nous avons vu ces camions complètement dans les fossés ou ces voitures partir. C'est ce qui se passe quand on est sur les freins. Exactement, parce qu'on n'a plus aucun contrôle. Alors que si on appuie au début de la pédale, eh bien, on appuie légèrement, on va avoir plus d'efficacité de freinage pour arrêter la voiture, mais on aura plus le contrôle avec une certaine sensibilité avec son pied. On appelle ça la proprioception, mais surtout, on va pouvoir, je dirais, mieux gérer le freinage. Et puis bien sûr l'accélérateur. Toutes les voitures aujourd'hui sont équipées de SP et d'anti-patinage. Donc il faut surtout pas le déconnecter. Parce que si vous perdez la motricité de votre roue parce que vous déconnectez ça, eh bien vous restez sur place, vous patinez. Dernière chose très importante, quand vous avez une légère côte, eh bien c'est pas facile à dire, mais essayez de vous organiser pour rouler tout doucement, mais surtout ne jamais vous arrêter. Oui, c'est vrai que c'est pas facile à faire. Et quand c'est une descente, parce que c'est presque les descentes qui font le plus peur quand c'est verglacé ou que ça glisse. Alors quand c'est une descente, écoutez, il faut essayer de rester déjà dans les traces où les autres voitures sont passées. Ça, c'est aussi dans le bon en descente qu'en montée. Et puis après, garder ses distances et puis aller tout doucement. Pour ceux qui ont des boîtes de vitesse automatiques ou même manuelles, l'idéal, c'est de rester dans une descente avec un rapport en dessous. C'est-à-dire qu'au lieu de vous êtes en 4e, eh ben, vous passez en manuel et vous roulez en 3e. Et là, vous allez récupérer du frein moteur. Et ce frein moteur, eh bien, normalement, va vous accompagner. En plus, vous consommerez rien, pratiquement, moins. Mais surtout, ça va vous donner du frein moteur. Et donc là, ça va vous aider aussi sur le freinage. Ça, c'est très important, le frein moteur. J'ai une question à poser concernant le poids de la voiture. Est-ce que j'ai la même conduite, tous les conseils que vous nous avez donnés, si j'ai par exemple une petite Twingo ou une Clio, ou si j'ai un gros SUV aujourd'hui? C'est pareil. Pareil, d'accord. C'est pareil, c'est-à-dire que
Si vous rentrez dans l'ABS avec un gros SUV qui est beaucoup plus lourd, automatiquement, vous allez mettre beaucoup plus de temps à vous arrêter, alors qu'avec une Twingo qui a un freinage moins efficace, moins dur, eh bien, effectivement, même si c'est moins lourd, vous aurez moins d'efficacité parce que les freins, les pneus sont moins larges et ainsi de suite. Franck, on n'a pas parlé des virages. C'est un conseil pour tout le monde, pardon. On n'a pas parlé des virages, on est d'accord, on ne freine pas quand on est dans la courbe, on décélère bien avant la courbe, mais si dans le virage, par exemple, j'ai l'avant de ma voiture qui part, c'est les roues avant qui glissent, qu'est-ce que je fais ? Ça s'appelle du sous-virage. Dans le sport automobile, dans le jargon du sport automobile, le sous-virage. Le survirage, c'est l'arrière. Mais le sous-virage, toutes les voitures sont fabriquées aujourd'hui pour sous-virer, pour glisser de l'avant. Pourquoi ? Parce que les airbags sont surtout devant dans les voitures depuis des années, et surtout elles sont construites pour absorber les chocs devant. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voyez que vous partez en luge, ça sert à rien de tirer le frein à main. Vous avez beaucoup plus de... Non mais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais tout ça pour dire que si vous tirez le frein à main pour faire glisser la voiture de l'arrière, ça sert à rien. Vous allez taper dans des endroits qui sont pas faits pour absorber forcément les chocs. D'accord. Donc il faut justement, si on voit qu'on... c'est déjà que les roues avant tournent pas, il faut pas essayer de surbraquer, ça sert à rien, on est d'accord. Ça sert à rien de rappuyer sur les freins, autant essayer de se cramponner au volant et puis d'attendre, je dirais, ralentir légèrement. On est d'accord, si l'avant commence à glisser, on ralentit légèrement mais sans sauter sur les freins. Non, les rapports, Jean-Luc. Il faut absolument faire en sorte de descendre les rapports parce que ce frein moteur, c'est celui qui va vous accompagner le plus. Et c'est pour ça que sur Facebook, là, il y a beaucoup de réactions, des gens qui disent, vous voyez, comme quoi ça veut dire que la boîte manuelle est mieux que la boîte auto. Il y a ce genre de réaction. Et un autre conseil, on nous dit, regardez toujours là où vous voulez aller. Alors, excusez-moi si je peux me permettre, mais sur une boîte auto aujourd'hui, vous avez la capacité de passer en manuel. Oui, tout à fait. Et ça, vous avez le même exercice. Et croyez-moi, c'est vraiment le B à bas dans une descente, c'est de pouvoir se ralentir avec le frein moteur. Et si les roues arrière ont tendance à glisser avec une traction avant, là, faut surtout pas freiner, sinon c'est le tête à queue. Donc il faut quoi ? Il faut réaccélérer légèrement. Ouais, ça c'est assez rare par contre, parce qu'en général, quand vous avez une traction, donc les roues avant qui motrissent, qui vous tractent, d'accord ? Puisqu'une propulsion, c'est les roues arrière qui propulsent. Et bien là, effectivement, sentir les roues arrière, ça veut dire que il s'est passé quand même des choses avant. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous ces grands et beaux conseils où on vous a écouté, vous avez vu, mais alors il y avait un silence, on était tout à l'écoute totale, j'adore. Non, puis on est d'accord sur le verglas, Franck. Le verglas, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a zéro adhérence. Juste on essaye de ne pas prendre la route et on roule à 30 km/h maximum. Ouais, la distance, le frein moteur, bien attaché, bien équiper sa voiture. N'oubliez pas aussi que dans certaines régions en ce moment, le matin avant de vous lever, si votre voiture dort dehors, vous prenez les essuie-glaces, vous les mettez en l'air. Il ne faut pas que l'essuie-glace reste sur le pare-brise. D'accord. Et surtout, ne mettez pas d'eau chaude. Si vous avez un impact sur votre pare-brise, ça peut faire un choc thermique. Vous pouvez encore plus fissurer. Oui, mais c'est Franck, clair. Mais merci. C'est clair, mais les gens le font. C'est clair, mais c'est fini, Franck. Eh bien, à demain. Avec plaisir. Et au bonheur de vous retrouver Merci, prochainement. Franck Lagorce, qui était avec nous, ex-pilote de Formule 1, 10 participations aux 24 heures du Mans, 29 trophées Andro sur glace. Autant vous dire que nous avions affaire à un professionnel. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et notre question auto maintenant nous permet d'accueillir Florent qui nous rejoint sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Bonjour Florent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Je suis très content de vous retrouver sur une vraie radio qui fait pas à la fois de la radio et de la télé. Vous ayant suivi pendant 20 ans là, et puis vous m'avez fait apprécier les voitures. Donc j'avais une question parce que j'ai investi récemment dans une voiture ancienne, une Triumph, et je voulais savoir quel type d'huile utiliser, s'il fallait mettre des huiles très visqueuses 20W50 ou inférieures. Alors quelle voiture Florent ? Triumph TR6. Triumph TR6. D'accord. Triumph TR6. C'est bien, vous êtes fait plaisir. Bon, en ce moment, pour rouler avec la Triumph, c'est pas top. Hein. C'est pas réellement le temps adapté. Il faut surtout éviter, parce que les routes ont été salées et les vieilles voitures, la corrosion, ça risque d'être galopant. Alors, déjà, tiens, je vais commencer par la fin. Je vais vous dire, votre TR6, vous faites une vidange tous les combien dessus ? Je viens de la voir, donc elle va repasser à la révision dans 500 km pour refaire une révision complète. Donc je l'ai depuis une semaine. Ah bon, c'est tout récent. C'est tout récent. Petite historique, je le prends en même temps, voiture qui a été en 1969 jusqu'à 1976.
Oui, qui est en fait une descendante de la TR4 qui est sortie avant. Ensuite, il y a eu la TR5 et puis ensuite il y a eu la TR6 et les petits roadsters anglais. Non, mais c'est les petits roadsters anglais des années 50, 60, 70. Ouais, c'est vrai que ça a lancé une mode. C'est des voitures très plaisantes à rouler. Alors, dans votre cas, il faut, contrairement à ce que pensent les gens, on se dit souvent qui peut le plus, peut le moins. Donc j'ai une vieille voiture, je vais mettre une huile moderne dedans. Une huile moderne, elle est forcément mieux qu'une huile qui était adaptée aux voitures anciennes. Ça peut être catastrophique, ce raisonnement. Pourquoi ? Parce que ces voitures ont été conçues avec des mécaniques qui étaient faites pour avoir un certain grade d'huile. Vous me disiez à l'instant, est-ce que je peux mettre une 20W50 ? Alors, sur les véhicules très anciens, on va dire avant 1950, il faut des huiles monogrades. Pourquoi ? Parce que ces huiles monogrades ne sont pas détergentes. Et si vous avez un vieux moteur, il va y avoir plein de dépôts dedans. Ah, il y a Laurence qui lève le doigt. Oui. C'est quoi monograde ? Monograde, c'est une huile, on appelle... Alors, il y a deux types d'huiles dans ce qu'on appelle les grades des huiles. Il y a monograde et multigrade. Une huile monograde va être par exemple une SAE 30, une SAE 40, une SAE 50, qui est plus ou moins fluide à froid. Ça veut dire qu'avec une huile monograde, vous serez obligé de faire une vidange entre l'été et l'hiver. Donc tous les 6 mois, vous êtes obligé de faire une vidange parce qu'il faudra une huile plus fluide l'hiver pour pouvoir démarrer. Et quand vous allez passer à l'été, si vous avez une huile trop fluide, elle va être trop liquide quand le moteur va être bien chaud. Donc elle lubrifiera moins bien. Ensuite, il y a des huiles plus modernes qui sont apparues, qui sont ce qu'on appelle multigrades. Là, il y a 2 chiffres avec un W au milieu. On prenait l'exemple de 20W50. Donc, c'est une huile qui est suffisamment fluide pour démarrer l'hiver et qui résistera bien à la chaleur l'été. Donc, c'est une huile avec laquelle vous pouvez faire toute l'année sans avoir besoin de vidanger tous les 6 mois. Sur les moteurs très anciens, il faut conserver du monograde. Pourquoi ? Parce que c'est des huiles qui ne sont pas du tout détergentes. Si vous avez une huile détergente dans un vieux moteur, qui est très sale à l'intérieur, vous allez décoller toute cette saleté avec l'aspect détergent. Et là, vous allez boucher la crépine d'aspiration de la pompe à huile. Et qu'est-ce qui va se passer ? Votre moteur, à partir du moment où vous lui bouchez l'aspiration de l'huile, il n'a plus d'huile. Il meurt. Il meurt, exactement. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est qu'avec une huile détergente, tous les joints sur les moteurs anciens risquent de se mettre à fuir et vous allez avoir une belle flaque d'huile dans votre garage, donc à éviter d'urgence. Ensuite, après, on prend les voitures des années 60-70, c'est ce qui vous concerne. Là, il y a des huiles, donc, pour le coup, qui vont être un petit peu plus modernes, mais il faut rester... Moi, je vous conseille réellement de rester sur des huiles qui sont spécifiques aux voitures anciennes. Vouloir mettre une huile très détergente moderne dans ces moteurs-là, c'est une erreur. C'est une erreur. Voilà. Et le dernier conseil, c'est une vidange tous les ans, même si vous roulez peu. Pourquoi ? Parce qu'une huile va pratiquement plus s'user à ne pas rouler qu'en roulant. Pourquoi ? Parce qu'elle va charger en humidité, elle va s'oxyder. Et quand vous roulez, si vous roulez de temps en temps, les Anglais disent 20 miles every 20 days pour les vieilles voitures. Et c'est essentiel, pourquoi ? Parce que faire chauffer l'huile, ça permet d'évaporer l'humidité qui a été absorbée dans le moteur et donc d'éviter l'oxydation de l'huile. Et quand l'huile est oxydée, elle est moins bonne. C'est pour ça qu'il faut faire une vidange tous les ans, même si on ne roule pas. 20 km tous les 20 jours, quoi, en gros. Mais l'idéal, 40 km tous les 20 jours, c'est l'idéal. D'accord, super. Et ben voilà, j'espère qu'on a bien répondu, ça, je n'en doute pas, Florent, à votre question. On vous souhaite plein de jolies choses, puisque vous venez juste d'acheter votre Triomphe. Donc on va en profiter. Voilà, printemps, été, en fait, on n'a jamais été aussi près du printemps. Là, on est le 13 février, c'est dans 1 mois et quelques jours, puisque c'est le 20 mars prochain. J'espère qu'on pourra faire un tour en vieille auto. Oui, avec bonheur. Voilà. Moi, j'ai pas de Triomphe. Non, mais c'est pas grave. Non, vous avez autre chose. J'ai le Triomphe modeste. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Florent. Merci. Allez, à suivre. On va parler d'une voiture beaucoup plus récente que la vôtre. Il s'agit de la Hyundai Santa Fe 1.6 T GDI hybride. Et c'est la voiture que vous avez essayée. Ce sera après la pause. Et dans quelques instants, restez avec nous, car les Suisses ont mis au point un calculateur d'empreinte carbone de chaque voiture, de sa construction à sa consommation sur route. C'est assez incroyable et c'est totalement neutre. On en parle aussi en détail avec vous.